Donc, sans plus attendre, le sujet de la soirée, sondage léger. Le Parti québécois triomphe dans ce sondage. Un avant-goût de 2026. Rien ne va plus à la CAQ. Ce sont nos thèmes que l'on va explorer dès maintenant. Attachez vos tucs. Alors, mon cher Marc-Antoine, sondage léger qui sort aujourd'hui, le 20 août 2025, auprès Ben de la oui, population québécoise pour le Journal de Montréal et TVA Nouvelles. ouais, pour tous les mordus de politique, c'est comme rentrer, être un enfant puis rentrer dans un magasin de bonbons, là. Donc, je sens qu'on va se régaler avec ce sondage. Mais exactement, on aime ça les sondages, c'est toujours intéressant d'avoir ça. Puis c'est un sondage qui a été dans disons, qui a posé des questions qu'on n'a pas tout le temps, hein? Donc ça va être intéressant de regarder ça. On l'a lu rapidement ensemble, mais on va regarder tout ça, tout le monde ensemble maintenant. Alors, Ça, c'est pas pertinent, c'est juste pour montrer la fiabilité de Léger, ce qui est assez vrai, là. C'est l'une des meilleures firmes, à ma connaissance, de sondage en Amérique du Nord, la meilleure au Québec, certainement. ouais, exactement. D'ailleurs, c'est pas assez dit, mais qui est une entreprise québécoise qui exporte son savoir-faire aux États-Unis, qui est crédible là-bas aussi et qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc, bravo à Léger, hein, un entrepreneur québécois, Mm. qui plus est souverainiste, c'est connu. Mais voilà, qui nous fait rayonner dans tous les cas. Première donnée de la journée, intention de vote au niveau provincial. On voit le Parti québécois qui triomphe, hein, en haut de la pyramide, 35%. Donc, plus 5 depuis le dernier sondage léger, Qui était en juin. qui est en juin. 5% d'un coup, honnêtement, c'est rare qu'on voit ça. On est habitué de voir du plus un, plus 2, des petites variations de un, 2, 3 points. Plus 5, c'est quand même intéressant, là. On voit que il s'est passé quelque chose. C'est sûr que c'est sur 2 mois, mais quand même. Moi, j'ai pour mon dire, en politique, on dit toujours la force attire la force. Quand on monte, quand on fait preuve de capacité à mobiliser puis à gagner, bien, ça a tendance aussi à stimuler là, les intentions de vote envers nous. Puis plus on a une dynamique montante, plus les gens veulent participer au mouvement. Donc tout ça semble être, en tout cas, démontré là, avec la montée du Parti québécois directement après une victoire à une partielle où ils ont surperformé par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre. Donc Ouais. c'est des symboles forts que les gens écoutent. Puis l'inverse est aussi vrai, hein. Quand tu perds, puis que tu as une attitude un petit peu plus de défaite, de perdant, puis que tu descends de sondage en sondage, ben là, c'est difficile à, à renverser la tendance. C'est comme un effet boule de neige, là. Donc, c'est ce qu'on voit avec le... Bon, allons-y rapidement. Pablo Rodriguez qui perd 2%. Ça, c'est quand même étonnant, honnêtement. Marge d'erreur, je dirais, moi. Ouais. Moi, je trouve ça quand même étonnant parce que je m'attendais à un peu un effet de lune de miel. Ils viennent d'être élus chef du Parti libéral du Québec. Fait que je m'attendais à ce qu'ils montent un peu. Là, déjà, on voit qu'il y a une petite baisse. Effectivement, c'est pas énorme, là. C'est pas une baisse de 5 points non plus, mais quand même, il aurait pu se stabiliser ou au moins peut-être monter. Mais là, de le voir baisser, déjà, à être libéral, je commencerais à m'inquiéter. Moi, je pense que c'était pas leur meilleur choix, là, honnêtement. Pablo Rodriguez, je pense que c'était le meilleur choix pour le PQ, puis pour les péquistes, puis pour le camp du oui, mais pour le camp du non, pour les libéraux, je suis vraiment pas convaincu que c'était le meilleur choix. Ben, c'était définitivement notre premier choix. Donc, merci d'avoir choisi notre champion, Pablo. Pablo qui est debout. Debout, toujours debout pour le Québec. Ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Très intéressant, t'as raison, je pense, de dire ça. C'est très rapide, comme dans le fond, comme baisse. Ouais. Ouais. Mais tu sais, on l'a pas vu de l'été pratiquement. Là. Je l'écoutais aujourd'hui au 98.5. C'est disponible sur YouTube. Puis il répond à aucune question dans ses entrevues, là. Il se fait poser des questions simples. Puis même l'animateur, Patrice Lagacé, qui n'est pas un souverainiste connu, là. Il est pas réputé pour être du bord du PQ, lui disait là, vous répondez pas à la question. C'est à peu près ça l'entrevue. Là. C'est Patrick Lagacé qui pose 3 questions puis qui obtient aucune réponse. Fait que c'est sûr que des entrevues de même, t'as pas l'occasion de briller comme chef. T'as pas l'occasion d'inspirer confiance. Alors que j'entends beaucoup les gens qui aiment Paul Saint-Pierre Plamondon dire ah, il parle vrai, il répond clairement, il nomme les enjeux. Puis ça me semble pas être le cas de Pablo Rodriguez. Ouais, on nous dit que l'entrevue était vraiment bonne, comme tu le dis. Donc, on l'a dit hein, pendant la course, on l'a vu, on a dit qu'il n'y a pas de contenu, il est très vide, il y a un lourd passif.
Bon, on ne Ouais. s'attendait pas à ce qu'il soit exceptionnel. Il semble que, en tout cas, c'est quand même dans la marge d'erreur, mais on peut s'attendre à un nouveau chef qui représente le camp du non. Il devrait être capable de fédérer tous ceux qui sont anti-souverainistes. Puis là, il perd dans les intentions de vote, donc de toute évidence, ça ne fonctionne pas pour le moment. Surtout à un moment où la CAQ continue d'éclater, la CAQ vit un moment très, très, très difficile. Ce serait supposé être le moment où Pablo Rodriguez serait capable de rallier là, les fédéralistes puis ramener les fédéralistes à la maison. Là. Absolument. Passons à la coalition Avenir Québec. La coalition Avenir Québec qui ne bouge pas, 17%. On rappelle, à 17%, la coalition Avenir Québec est éradiquée de la carte électorale selon les prédictions de QC 125. Donc, ils disparaîtraient littéralement parce que c'est diffusé là, leur vote. Diffus, pardon. Donc, on a déjà fait une émission pour dire ce qu'on en pensait de la CAQ. Là, ça va pas bien à Shop. On va-tu le voir dans le sondage-là plus loin? Ouais, on le voit plus loin sur les ministres. On va retourner là-dessus parce que c'est vraiment intéressant de voir à quel point il y a des gens qui veulent que certains ministres sacent leur camp, comme on dit. Le Parti conservateur, donc tu disais plutôt, on parlait un peu de l'amertume là, affichée clairement. Puis peut-être un épuisement, une sorte de sensations qui vont jamais y arriver. Il y a quand même quelque chose de ça, surtout chez leurs électeurs, beaucoup d'électeurs qui étaient de nouveaux électeurs. Donc, d'aller de défaite en défaite, ça peut peut-être, je sais pas, enlever le goût aux gens de se battre puis d'essayer de faire élire un conservateur. Avec, c'est ça, ces deux éléments-là, je dirais, semblent être au cœur là, de cette baisse-là. Le sondage, habituellement, il l'indique au début ou en bas. Il a été mené quand exactement? C'est avant ou après la partielle? La partielle, c'était quand déjà? C'est après la partielle. C'est après la partielle, OK. Il me semble que c'est du 15 au 18. J'ai lu, je pense que c'est sur leur site là, que je l'ai vu. OK. Donc, oui, c'est après la partielle. C'est après la partielle. Qui a eu lieu quand même le 11. Là. Mais ça en dit long. Ça en dit long. Honnêtement, une baisse de 4 points, là, aussi rapide. Mais tu sais, la partielle, je pense que ça leur a fait mal. Ils ont misé beaucoup là-dessus. Puis là, ils ont eu quand même une bonne défaite. Là. Ils ont eu... on peut souligner, en fait, qu'ils ont eu une progression dans Arthabasca de 2022 à 2025 de 10 points, mais c'était vraiment en dessous des attentes, là, très largement en dessous des attentes pour eux. Là. Donc, c'est sûr que ça doit faire mal à leur troupe, comme tu le disais. Vraiment. On l'a senti dans... Je veux dire, c'était palpable là, sur les réseaux sociaux qu'il y avait un petit sentiment, ça a fait mal, cette défaite-là. Ils ont mis beaucoup d'espoir. Puis c'est le narratif aussi du Parti conservateur un peu qui en prend un coup. Là, le narratif de « on est l'alternative à la CAQ ». Tu regardes les chiffres, tu regardes la partielle d'Arthabasca, c'est difficile à croire. Il faut prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de café le matin ou je ne sais quoi là, pour penser que le PCQ peut être une alternative en ce moment à la CAQ. Là. C'est très peu crédible comme narratif en ce moment. Ben, il a joué le tout pour le tout. Il a perdu. Voyons, on verra les conséquences. Ça semble être une des conséquences. Ouais. Oui, absolument. Passons à Québec solidaire de Ruba Gazal. 9%, donc du surplace. Ça va pas très bien à Québec solidaire, je pense qu'on peut le dire. C'est presque la moitié des résultats qu'ils ont déjà eu en 2018. Là, en 2022, il avait baissé un peu, mais quand même, en termes de sièges, il en perdrait une coupe là, à 9%. Ça ferait mal. Ça ferait mal à la députation. C'est un résultat qui est inquiétant, effectivement, pour les militants et les militantes de Québec solidaire. Il reste quand même un an vers les élections, pour tous les partis d'ailleurs. Là. Rien n'est joué encore. Il y a des tendances qui se dessinent, ceci dit. Mais tout peut changer encore, autant pour le Parti québécois que pour les autres partis. Mais disons que, comme on le disait tantôt, les tendances commencent à se profiler. Elles sont lourdes, donc à voir quel est l'avenir. Ils ont quand même ils ont un dernier espoir, je dirais, Québec solidaire. Là, c'est le nouveau chef. Je pense que ce nouveau co-porte-parole, pardon. Est-ce que ce nouveau co-porte-parole aura la capacité d'attirer puis de connecter avec une partie de l'électorat? C'est pas mal leur dernière chance après avoir tenté le tournant qui ne semble pas avoir eu les effets escomptés, la perte de Gabriel Nadeau-Dubois qui était comme une figure connue. Donc, ils ont encore besoin de clarifier, j'ai l'impression, leur message. Là. Ils parlent beaucoup d'enjeux, puis j'ai l'impression que ça fonctionne moins. Mais bon, ça, c'est mon impression. Alors, en détail, maintenant. Donc, la question, si des élections provinciales avaient lieu aujourd'hui, pour quel parti auriez-vous de l'intention de voter? Le Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon, donc là, avant répartition, c'est 28%.
Qu'est-ce qu'on peut tirer ici? Ben, il y a d'abord que ça semble être équilibré, ce qui était dans les derniers sondages moins courant. Donc, hommes-femmes, on avait l'habitude de voir une disproportion en faveur des hommes, qui pouvait aller jusqu'à presque 10% d'écart. Là, ça s'est resserré, ce qui doit être une bonne nouvelle, ou en tout cas ce qui représente qu'il touche vraiment partout, toutes les tranches de la population, au niveau du parti politique. 45% chez les francophones, c'est presque une majorité, ça c'est très solide. Ça, le PQ premier, c'est tout ça? Est-ce que je vois bien le PQ premier chez les jeunes? Donc, chez les 18-34 premiers, suivi de Québec solidaire, c'est vraiment le point fort pour Québec solidaire. Malgré leurs 9% chez les 18-34 ans, ils sont à 22%. Ça, c'est encourageant pour eux. C'est une bonne donnée. Les conservateurs à 12% chez les 18-34 ans. On nous disait là, quelques mois que les jeunes étaient de plus en plus à droite, que les jeunes étaient de plus en plus conservateurs. Bien là, on regarde ces chiffres-là. C'est le PQ puis Québec solidaire qui mènent le bateau chez les jeunes. Donc, je pense que ce narratif-là s'est épuisé aussi un peu. Oui. De toute évidence, ça va pas bien de ce côté-là pour eux. Puis ça fait aussi, on calcule rapidement, mais ça fait 51% des 18-34 ans qui sont prêts à voter pour un parti souverainiste. Ouais. Ce qui, si vous ne l'avez pas remarqué, fait plus que toutes les autres tranches d'âge, encore une fois. Hein? Donc 51% pour les 18-34 ans, on arrive à 47% pour les 35-54 si on additionne les deux, puis on arrive à 38 parce que Québec solidaire pogne vraiment pas chez les 55 ans et plus. C'est un autre élément à prendre en considération. Ouais. Il semble y avoir un rejet, mais très, très fort. 1%, c'est faible. C'est impressionnant là, de faiblesse là, à ce niveau-là. Faible étant un mot faible ici. Exactement. Donc, il y a peut-être du travail à faire là. Je veux dire, on va souvent valoriser le fait d'avoir des votes des jeunes. Puis c'est vrai que c'est le fun parce que c'est de l'énergie, mais les 55 ans et plus, c'est des citoyens aussi, là. Ben oui. Qui ont autant le droit de voter et de participer à la démocratie que les autres. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire ici pour trouver une façon de connecter avec eux, là. Je pense qu'ils ont beaucoup de difficultés à Québec solidaire en ce moment à porter leur message dans les médias traditionnels, là, ce qui expliquerait cette donnée-là chez les 55 ans et plus, alors qu'ils ont une plus grande facilité à porter leur message sur les réseaux sociaux, notamment beaucoup sur Instagram, TikTok, d'où leur 22% chez les 18-34 ans. C'est vrai. C'est vrai que ça peut être un facteur, puis ce facteur-là s'appliquerait aussi au Parti conservateur probablement. Oui, définitivement. Donc, ça fait du sens. Quoi d'autre qu'on a d'intéressant ici? Bon, on a toujours malheureusement là, cet enjeu-là de francophone versus non-francophone au Parti québécois. Québec solidaire arrive à faire égal chez les deux. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il y a la même chose au Parti libéral, donc il y a encore cette tension-là au Québec là, qui se manifeste là. D'ailleurs, le Parti libéral du Québec ne peut pas espérer faire des gains en région avec un appui de 17% là, chez les francophones. Là. C'est vraiment l'enjeu principal, l'enjeu numéro 1 de Pablo Rodriguez, de reconnecter avec les francophones. Moi, honnêtement, je ne vois pas comment il peut s'y prendre, mais c'est vraiment son défi en ce moment. Oui, je suis absolument d'accord avec toi de ce côté-là. À l'inverse, Parti québécois, 43% dans les régions du Québec. En plus d'être chez les francophones, 30% dans la région métropolitaine. Ça veut dire qu'il va être fort dans les banlieues. Puis à 43% dans les régions, ça veut dire qu'il va toutes les avoir. Ils vont rafler la carte. Ça va être un lavage, là. Donc, on a ces informations-là qu'on peut tirer de ce sondage-là. Est-ce que tu vois d'autres choses intéressantes? Moi, je pense que ça fait... Ouais, je pense que ça fait le tour. Je pense que ça fait le tour de ce qu'on peut tirer au niveau de la démographie électorale. Là. Ouais. Ça, c'est intéressant quand même de voir la chute de la CAQ puis voir à quel point le PQ, c'est assez lié. Ben, il y a clairement deux vases communicants. La première chute de la CAQ a clairement fait monter le PQ. Puis là, les récentes chutes des autres semblent avoir donné l'espèce de petit boost supplémentaire là, au Parti québécois, là, tant chez Québec solidaire qu'au Parti conservateur. Peut-être des gens, justement, ça revient au narratif des conservateurs, là, on veut se débarrasser de la CAQ. Peut-être des électeurs qui voulaient se débarrasser à tout prix de la CAQ, qui votaient pour Éric Duhem, puis son parti qui adhérait à ce narratif-là, se retournent désormais en voyant la situation politique vers le Parti québécois. Peut-être, oui. Peut-être c'est ça, retournement, parce que là, il y a une claire démarcation là, ici. Là, on le voit, là,
la montée est directement liée à la chute du Parti conservateur du Québec. Là. Ouais. Il y a des gens qui pensent, ou en tout cas qui aimeraient que ce ne soit pas des vases communicants, mais il y a effectivement, assurément, une partie d'électeurs Parti conservateur qui sont sensibles aux arguments du Parti québécois là, sur la nation puis tout ça. Donc, il y a juste des gens aussi qui veulent du changement. Hein. Ouais. Il y a le discours aussi peut-être de centre-droit aussi qu'on a entendu pendant la partielle qui peut plaire à une certaine droite économique conservatrice. Peut-être que c'est l'effet de ça aussi. Donc, ceci explique quand même beaucoup de choses. Hein, la situation politique au Québec. Donc, 67% des gens qui sont insatisfaits du travail du gouvernement Legault contre 26% de satisfaits. Et là-dedans, tu as juste 3% de très satisfaits. Ouais. Ça, c'est extrêmement dangereux. Ça, c'est ce qui est le plus saisissant dans ce sondage-là, d'ailleurs. Là. Ça veut dire que si tu as besoin de te reposer sur ta base, ben ta base n'est pas là. Elle n'est pas là parce qu'elle n'est pas contente de ce que tu fais. Donc, c'est différents signaux qui sont envoyés au gouvernement, mais clairement, leur indécision actuelle sur de nombreux sujets finalement, ils plaisent à personne. Puis ça, c'est la pire chose que tu peux faire en politique, c'est de ne pas avoir au moins un cœur solide sur lequel tu peux te reposer. Puis ça semble être le cas là, avec ce chiffre-là. Donc, gros drapeau rouge, à mon avis, pour le gouvernement. Ben, je pense qu'il y en a depuis longtemps, là, mais ça, c'est le plus grave, là, tant qu'à moi. Oui, définitivement. 3%, c'est faible en maudit, puis ça va pas en s'améliorant le taux de satisfaction à ce gouvernement-là. Là. Il n'y a pas un sondage où il y a un regain d'espoir pour eux. Il y a Alexis qui nous dit les 3% sont les employés de la CAQ. C'est ça que je pensais. Honnêtement, ouais. François Legault peut les compter. Là. Les gens qui sont très satisfaits, c'est le personnel politique, le personnel dans les bureaux de circonscription, les familles, les amis. Puis c'est à peu près ça. Ça doit être à peu près ça, ouais. Donc, bon... ouais, ça, c'est la répartition. C'est ça. On voit que les gens sont insatisfaits. Québec est le cœur de l'insatisfaction, ce qui est tout à fait compréhensible aussi, avec ce qu'on a connu dans les dernières années, les promesses vraiment faites n'importe comment, puis trahies, là. Mais ça leur fait mal à la CAQ, oui. parce que c'est leur noyau dur, la région de Québec, dans leurs premières élections, 2018-2022, même avant ça. C'était vraiment 2012-2014. La région de Québec, c'était la région où ils perçaient, où ils arrivaient à passer leur message, où ils parvenaient à faire des gains. Puis là, on voit que c'est vraiment une région très défavorable à la CAQ. C'est là aussi un peu le défi de la CAQ. Québec était, c'était le chemin vers les victoires de la CAQ. C'est comme ça que ça a commencé. Ils ont gagné des partiels dans ce coin-là. C'est ça qui leur a donné leur dynamique. Un peu la même chose que ce qui arrive au PQ en ce moment, mais à l'époque. Donc, très. Ouais, il avait gagné Louis Hébert, je pense. Ouais. C'était quoi? C'est 2017, justement, avant l'élection de 2022. Ce qui avait vraiment créé un momentum pour la CAQ à ce moment-là. La CAQ il y avait un bon narratif de changement, de on s'impose comme premier joueur, puis à partir de là, ils ont décollé. Gagner des partiels, on le voit, là, ça l'impose vraiment un narratif. Absolument. Donc, une stratégie à mettre en application quand vous êtes chef d'un parti politique. Gagner des partiels. C'est ça, gagner vos partiels. Donc... ça, de ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même... répartition. Ouais, il y a quand même des insatisfaits à la CAQ. Quand même un 14% d'insatisfaits. C'est pas énorme, mais il y a quand même encore de la marge à perdre à ce niveau-là. Là. Donc, si c'est pas... ils sont rendus tellement bas, c'est étonnant qu'il y ait encore des insatisfaits à la CAQ. Rendus là, je sais pas qu'est-ce qu'ils font dans ce parti-là. Là. Je sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. Bonne question. C'est 3% de total insatisfait à la CAQ. Que font-ils à la CAQ avec 5 partis politiques? Très insatisfait. C'est vrai, je vais voter pour eux, mais je suis très insatisfait de ce que fait François Legault. Ouais. Mais tu vois, ça, c'est sûrement les employés, en fait. C'est eux. Je suis comme, moi, je veux ma job, je vais voter pour eux, mais maudit que j'aime pas ce qu'on fait. C'est peut-être des gens qui espèrent un changement de chef. Oh! C'est peut-être ça aussi. Moi, je pense que la CAQ, c'est le bon véhicule pour le Québec, mais je suis pas satisfait du gouvernement. Mais avec un autre chef, un autre gouvernement, peut-être que ça fonctionnerait mieux dans leur esprit. T'as pas tort. Ça, c'est intéressant. Ça va nous permettre tantôt de discuter des ministres. Encore une fois, ça va être le fun. Donc, on voit que André Pratt nous dirait c'est stable depuis le 18 mars 2024. Mais je pense que si on est honnête intellectuellement, on peut voir qu'il y a quand même une augmentation de l'insatisfaction du gouvernement qui dure depuis longtemps maintenant. Pas à pas, mais ça monte tranquillement. Maintenant, les leaders.
Les leaders, donc on a Paul Saint-Pierre Plamondon, 26. Donc le corps... Attends, là, on va lire la question parce que je pense que c'est important sur ça. Selon vous, lequel des chefs des partis politiques provinciaux suivants ferait le meilleur premier ministre? Donc ça, c'est plutôt un vote de confiance envers les capacités, envers l'aura aussi, l'image de marque que la personne représente. Donc 32% de gens qui ne savent pas. Donc ils sont très humbles. Hein? C'est des gens qui disent moi, je ne sais pas c'est quoi un bon premier ministre. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, par exemple, Pablo Rodriguez, qui ne connaissent pas Ruba Gazal. Pablo, ils viennent d'arriver comme chef. Il y en a beaucoup. Ruba, elle a peu d'attention médiatique. Là, on le voyait tantôt avec la donnée chez les 55 ans et plus. Fait que il y en a beaucoup qui attendent avant de se prononcer. Ils ne connaissent pas exactement la personnalité de tous les chefs. Là. Peut-être bien. Donc, OK. Ça s'expliquerait. Il y en a de toute façon des sondages qui sortent souvent pour dire à quel point les gens sont connus, tout ça. Ouais. On aura peut-être un sondage de la sorte dans les prochaines sorties. Ça nous permet. C'est souvent en fin d'année qui sort ça léger. Là. Ouais. C'est toujours intéressant. On pourra l'analyser, effectivement. Donc, Legault, qui est notre premier ministre actuel, est rendu à 14%, hein, quand même. Donc, il sous-performe par rapport à la CAQ. Mais ils sous-performent tous par rapport à leur parti, remarquez. Ouais. Pablo à 16, donc lui aussi qui descend. Éric Duhem, 7. Ruba Gazal, 5%. Donc, peut-être un déficit de crédibilité là, ici. Moi, je pense que les gens la connaissent peu, honnêtement. Possible, ouais. Je pense pas que si elle était plus connue, elle serait première. C'est pas ce que je dis non plus. Là. Je pense que parmi les chefs, c'est la moins connue. Donc, ça ne me surprend pas, cette donnée-là. Donc, on a ici... vous voyez, là, on revoit la différence dont je parlais plus tôt. D'habitude, ça s'incarnait dans le parti, mais là, ça s'incarne dans le chef. Mais avant d'aller là, il faut quand même comprendre cette donnée-là qui est la plus forte tant qu'à moi, là, c'est que ne c'est pas refus, les femmes sont beaucoup plus ont beaucoup plus tendance à répondre ça. Donc, ça va mathématiquement baisser toutes les autres toutes les statistiques qu'on va trouver dans la colonne des femmes, puisqu'elles sont 40% à dire elles ne savent pas. Là. Donc, aller trop vite à la conclusion qu'il y a une différence entre les deux, ce serait qu'il y a une raison, là, autre que ce serait prématuré. Ouais, tu fais bien de le souligner. Donc ensuite, quand on regarde la répartition des jeunes... Il faut que tu ailles chercher ton repas. Ouais, c'est ça. Allez-y. Non, c'est le lait du bébé qui chute, c'est pas vrai. Les 18-24 ans, donc on a Paul Saint-Pierre Plamondon qui trône quand même le double de son plus proche concurrent, de ses deux plus proches concurrents qui sont Éric Duhem et Ruba Gazal. Donc vraiment une avance très forte à ce niveau-là. Chez nos amis les X, son plus proche concurrent est Pablo Rodriguez, mais il les devance quand même. Mais c'est là qu'il performe le moins bien. Ouais. Parce qu'on a déjà parlé de la génération X, donc on a quand même une lecture de ce qui se passe avec eux. Peut-être plus de ressentiment par rapport aux échecs référendaires. Puis, moi, c'est ma lecture, en tout cas, de cette génération-là en ce moment. Et chez les 55 ans et plus, il performe très bien, Paul Saint-Pierre Plamondon. Encore une fois, il double presque ses plus proches concurrents, là, qui sont Pablo Rodriguez et François Legault, qui sont en deuxième place. Et Ruba Gazal, encore une fois, tu vois, ça explique. Là, donc, méconnu, pas populaire chez les 55 ans et plus. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pareil pour Duhem, d'ailleurs. Ah, intéressant aussi. Les gens les moins à même de dire qui ferait le meilleur premier ministre sont les non-francophones. C'est quelque chose de commun. Là. On voit souvent ça dans les sondages. C'est souvent les plus indécis. Ils ont moins de choix, les anglophones québécois, souvent, parce que, bon, il y a quand même une tendance très, très forte là, à ne pas soutenir des partis nationalistes. Donc, moins d'options là, pour eux. Donc, la question, c'est est-ce qu'on aime le chef du Parti libéral du Québec ou non? C'est ça leur choix. Ça ressemble à ça. Et la réponse, elle est pas pire. C'est juste en 2022, quand le Parti libéral du Québec n'allait pas bien, pour une des rares fois, la Montreal Gazette a décidé de ne pas donner son appui au Parti libéral du Québec parce qu'ils disaient anyway, c'est déjà perdu d'avance, puis on l'aime pas beaucoup. Là. Alors, c'est plus ça la question, plus qu'on choisir entre les 5 partis. Ouais, c'est ça. Bon, on l'avait vu avec Couillard, même eux, ils n'étaient pas sortis, ça y avait fait mal. Ce genre de situation-là, ça peut faire mal au Parti libéral s'il y a une désaffection. Ils vont pas aller voter pour un autre parti, mais ils vont juste pas aller voter. T'sais. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, je pense que les données intéressantes sont là. Pour le leader, là, on résume, mais on comprend que cet écart-là s'explique en partie par ça. Je dis pas que ça explique tout, mais ça l'explique clairement en partie. Définitivement. Ensuite,
il y a de l'avance là, chez les 18-34 ans. Il y a vraiment une très forte performance là, de Paul Saint-Pierre Plamondon là, qui se fait par rapport aux autres. Mais pour les autres, c'est très équilibré. Alors que dans les autres catégories, il y a plus de déséquilibre. Donc ça, est-ce que les gens aiment leur chef? PQ 80, c'est celui qui performe le mieux chez ses électeurs. Là. Donc c'est celui qui est le plus vu comme premier ministre par ses propres électeurs. PLQ quand même 63. Bon, comme on a dit, ne sait pas refus, il est fort pour eux. Ah, les conservateurs, en fait, sont ceux qui savent le moins pour qui. Ah, tu vois, ça, c'est intéressant. Pourtant, ça fait quand même depuis 2021 qu'il est là, Éric Duhem. Ça me surprend que le ne sait pas refus soit aussi fort. Être Éric Duhem, je m'inquiéterais parce que quand tu es chef d'un parti, les intentions de vote générales de la population, c'est important. Mais l'appréciation dans ton parti, c'est aussi très important si tu veux justement rester en poste puis être bien en selle. De voir 29% de gens qui ne savent pas au refus, ça m'étonne. Ça m'étonne. Sachant qu'il est très présent médiatiquement, qu'il est présent depuis 2021. Qui sort d'une partielle où il y a eu toute l'attention. Ouais. Il a mobilisé tout le monde en disant on va avoir un député conservateur. C'est pas du monde qui le connaisse pas. Là. C'est pas. Ça m'étonnerait que ça soit du monde qui vote conservateur sans connaître c'est qui le chef. Ouais, effectivement. Donc, ça, pas très bon pour Éric Duhem. On voit la même dynamique à Québec solidaire, par exemple, pour Ruba. Mais il y a moins de gens qui ne sont pas prêts à répondre. Il y a juste une plus forte proportion de Québec solidaire qui sont prêts à dire que Paul Saint-Pierre Plamondon ferait le meilleur premier ministre. Mais la différence entre Ruba et Duhem, c'est que Ruba est en poste depuis quelques mois. Je sais même pas, ça fait-tu 1 an? Ça fait peut-être 1 an, mais je suis même pas sûr. Ça doit faire 1 an, là. Puis Duhem, lui, ça fait depuis 2021, on est en 2025. Fait que... Ouais, non, mais c'est ça, c'est parce que ce que je veux dire, c'est clairement, au Parti conservateur, ils sont pas prêts à donner leur confiance à quelqu'un d'autre, mais ils veulent pas la Duhem. Alors qu'à Québec solidaire, quand ils veulent pas donner leur confiance à Ruba, ils se reportent sur... Ce qui expliquerait aussi ce qu'on a parlé, les résultats de la dernière partielle, où le vote de Québec solidaire s'est reporté de façon très importante sur le PQ face à Éric Duhem. Et donc, moi, ce que j'en tire, c'est que Québec solidaire, les membres sont beaucoup plus susceptibles de répéter cette action-là si jamais ce type de bataille-là entre deux candidats, un PQ, un PCQ, se présente. Ils vont préférer donner du pouvoir à Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc, on comprendrait ici, ça expliquerait un peu encore le résultat qu'on a vu dans la partielle. Oui, très clairement, on l'a vu là, dans Tabasco, il y a un vote anti-Duhem très, très fort. Il y a un vote stratégique anti-Duhem très, très fort. Bon, il y a plus de caquistes que de péquistes qui sont prêts à donner confiance à l'autre. Donc, le potentiel de croissance pour Paul Saint-Pierre Plamondon est quand même important là, avec ça. C'est celui qui a le plus de potentiel de gagner en confiance auprès des autres électeurs. Et pour le moment, en tout cas, encore une fois, Ruba Gazal semble être celle qui en a le moins. À voir, on en a parlé souvent, peut-être un déficit là, de notoriété pour le moment. Ouais, je pense que c'est pas mal ça. Je pense que c'est ce qui explique cela. Volonté de changement. Bon, ça c'est intéressant. Donc, évidemment, la majorité des Québécois sont pour le changement. Ça fait beaucoup de sens parce que les gens sont majoritairement insatisfaits. Et ceux qui veulent le plus de changement de façon très marquée, ce sont les gens de Québec. Donc, on en a déjà parlé. Et les péquistes qui ont vraiment hâte de prendre le pouvoir, je pense. Je pense que ça explique ça. Puis aussi le vote de contestation qui se rassemble probablement là. Donc, ça booste aussi le chiffre. Ouais. Donc là, le leader qui incarne le plus le changement, encore Paul Saint-Pierre Plamondon, donc 29%, plus du double de Pablo Rodriguez, qui vient d'arriver. C'est ça qui est dur. Il vient d'arriver. Ah oui, c'est ça. C'est ça. L'effet lune de miel devrait se faire sentir à ce moment-là. Là. C'est lui le changement en ce moment, entre guillemets. C'est lui le nouveau visage. Mais c'est pas ça que les électeurs semblent dire au final. Il n'y a pas d'essoufflement de Paul Saint-Pierre Plamondon en ce moment-là. Alors que ça fait quand même plusieurs années qu'il est en place. Comme chef du Parti québécois. Là. Exact. Exact. Il incarne le vent de changement alors qu'il est plus installé. Pablo vient d'arriver, ça ne pogne pas. Donc, voilà. On peut voir ça ici. Dur coup, hein? Moi, je pense que ce sondage-là, surtout un dur coup pour le Parti libéral, vraiment. Là. C'est vraiment des mauvaises nouvelles
C'est pas une grosse baisse, mais c'est beaucoup de mauvaises nouvelles dans le même sondage sur un chef qui vient d'arriver, qui a complètement manqué sa rentrée. Je veux dire, il est devenu chef, aucune apparition, aucun espace. Sa rentrée comme chef politique du Parti libéral est un échec, tant qu'à moi. Il attirait pas, il était pas nouveau. Il n'y a pas d'idées nouvelles, il n'y a pas de fond. Donc, il n'y a rien à faire valoir, puis il n'attire pas l'attention. Donc, Mais leur stratégie, c'était de repousser au maximum la course à la chefferie pour être le plus près des élections quand il allait avoir la lune de miel. C'était ça leur stratégie. Il n'y a pas de lune de miel. On le voit pas, ou à peu près pas. Puis quand on le voit, c'est pas assez convaincant. J'ai pas l'impression qu'il incarne un projet en ce moment. Puis c'est beaucoup la question qui est sur toutes les lèvres en ce moment. Qu'est-ce que le Parti libéral du Québec veut nous proposer à nous, les Québécois et les Québécoises? Autre que battre François Legault. C'est pas un projet de société, ça, battre François Legault puis remplacer la CAQ, là. Tu gagnes pas des élections juste avec ça. Il faut que tu aies une proposition, il faut que tu fasses rêver les gens, il faut que tu amènes des idées, il faut que tu amènes un projet de société. Puis là, ça, on ne le retrouve pas au Parti libéral du Québec. Donc, j'ai hâte de voir comment ils vont incarner ça, ce discours-là. Là. Parce que c'est une nécessité s'ils veulent pas continuer à baisser dans les prochains sondages. Vraiment, vraiment gros travail à faire au Parti libéral du Québec. Ouais. Donc, on a ça. Je pense que là-dedans, y a-t-il une autre donnée qui nous intéresse? Est-ce que non, quelqu'un voit quelque chose? Je pense qu'on a fait le tour avec ça. Ouais. Ah, tu vois, Éric Duhaime, quand même. Québec, région métropolitaine, tu vois, là. Là, il est fort. Ouais, mais fortement, il est sur classe. Donc, son cœur électoral, là, on sait, la Beauce, bon. Les régions un peu périphériques de la ville de Québec. Ouais. Mais il arrive quand même, il est quand même premier. Là. C'est le seul endroit à date où il a été premier à quelque part. Donc, ouais. Intéressant de voir que. Peu, mais c'est vrai qu'il est premier. Pour il ces suivi électeurs de Paul Saint-Pierre Plamondon. Ouais. Perception du remaniement ministériel. Parce que moi, j'aime ça. On en parlait l'autre jour dans l'autre épisode. Qu'est-ce qu'on verrait comme potentiel remplaçant à François Legault? Marc-Antoine nous a dit qu'il pensait que François Legault finirait pas son mandat, puis on a discuté de est-ce que ce serait Geneviève Guilbeault ou Drainville. En tout cas, c'est ce qu'on espère nous, mais d'ailleurs, on fait un sondage en ce moment sur Instagram, donc si vous êtes en direct ou en différé, vous pouvez aller répondre. Donc, puis abonnez-vous, on fait souvent des sondages, on lance souvent des exclusivités. Quand on va en live, on l'annonce là, donc abonnez-vous à notre Instagram au passage. Mais voilà. Donc, oui, là, ça va nous montrer les potentiels successeurs également de François Legault. Donc, est-ce que les gens y croient? Non. Hein? La réponse est claire. Maintenant, c'est là que c'est intéressant. Pardon. Donc, on était dans le mille, Marc-Antoine, parce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on rêverait, nous? Ce serait que Geneviève Guilbeault prenne la place de François Legault. Et c'est pas pour rien. 52% des gens ne veulent plus la voir là où elle est, d'une façon polie pour dire on veut la mettre dehors. Moi, je pense pas qu'ils veulent la voir changer de ministère. Là. Je pense pas qu'ils la veulent à l'éducation ou à la santé. Là. Je pense que c'est un message très, très clair qu'elle n'est pas appréciée. 100%. Moi, c'est vraiment ça là, que... C'est quand même la vice-première ministre. Hein. Donc, le premier ministre est impopulaire. La vice-première ministre est impopulaire. C'est la ministre qu'on voit le plus dans les médias. Ouais. Celle qui s'est sortie de beaucoup de situations difficiles politiquement, il faut lui donner. Mais clairement, ça ne l'a pas laissé sans tâche parce que c'est la plus impopulaire du gouvernement. Est-ce qu'ils ont... À part François Legault. Ouais, je pense que d'apporter des cartables pour nous dire qu'il y a des études, puis après ça, nous dire qu'il n'y a plus d'études, puis après ça, ramener les cartables pour nous dire que finalement, il y avait des études, puis après ça, revenir sans cartable, puis dire qu'il n'y a plus d'études. Là, on a l'effet de ça, là. Donc, tout ça en jouant à un jeu de mettre le plus de mots drôles dans une conversation avec d'autres députés dans une commission parlementaire, là, qu'on paye avec nos impôts. Dans l'étude de crédit, exactement. Il y a toutes sortes d'éléments comme ça que tu dis... Ceci explique cela. Donc, conseil à toutes celles et ceux qui veulent faire de la politique, ne vous inspirez malheureusement pas de Mme Guilbeault. Parce que vraiment, c'est pas... je pense que c'est vraiment la démonstration que quand tu dis quelque chose, tu peux pas revenir sur ta parole 2 semaines après ou quelques mois après, puis après ça, tu peux pas jouer au yo-yo comme ça avec la population. Là. Ça a des conséquences. Oui, clairement. Mais même chose avec Bernard Drainville, hein? Qui s'était fait le porte-étendard du 3e lien, puis lâchez-moi avec vos GES, puis il va en avoir un pont.
2 semaines, sort avec ses larmes de crocodile. Ah non, je le savais pas, là. On me l'a pas dit, mais on peut pas faire ça. Ouais. Bon, en plus de tout son passé qu'on rentre pas dedans, mais bon. Ouais. On comprend que sa carrière était finie avant qu'elle commence à la CAQ. J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi François Legault l'a fait rentrer à la CAQ. Moi, ça me dépasse. Mais Je voilà. pense qu'il pensait à tort qu'il était populaire auprès des péquistes, mais visiblement, c'était une très mauvaise lecture de la situation, là. Ouais. Il pensait peut-être donner un clou dans le cercueil du PQ à ce moment-là en disant, regardez, on prend un ministre phare du gouvernement Marois, alors que ça n'a pas fait ça du tout, là. Ça nous a juste galvanisé là. À ce moment-là, en 2022, quand Drainville a été recruté à la CAQ. Absolument. Donc, échec pour Bernard Drainville, tant qu'à moi. Prévisible. Bon, Éric Girard, 38%. Les déficits historiques, les cadeaux aux Kings, je pense que... Mais je trouve que ça s'en sort bien. Là. 31-38, il aurait dû être plus bas que ça, mais bon. Ouais. Je trouve que ça s'en sort bien, honnêtement. Beaucoup de je ne sais pas, là, aussi. Ouais. Aussi, ben, il est moins connu, il est très drabe. Ouais. Je pense pas que c'est celui que tu vois à la télévision puis que tu le reconnais, puis Non, c'est pas... Il est pas marquant comme personnage. Non, c'est ça. Il y a zéro une personnalité marquante comme, justement, Geneviève Guilbeault ou Bernard Drainville, là. Ah, ils sont durs à manquer. Ils sont durs à pas connaître. Christian Dubé qui s'en sort très bien, mais c'est pas celui qui s'en sort le mieux, mais il s'en sort bien quand même, resté à son poste, donc il semblerait que les gens ont confiance en lui. C'était connu, c'est un des ministres que les gens apprécient. Sonia Lebel qui s'en sort bien, et celui qui s'en sort le mieux, Simon Jolin Barrette, 42-27. Moi, je sais, je pense qu'il y a beaucoup de péquistes qui l'aiment, là. Je pense que c'est quand même connu. Simon Jolin Barrette fait partie des ministres qui ont... Ils ont nationalistes qui ont posé des gestes quand même forts pour l'affirmation de l'identité québécoise, là, même s'il ne va pas au bout de la logique, malheureusement. Mais voilà, donc ça, à mon avis, ça explique très bien là, pourquoi c'est le mieux installé. Ouais. En fait, tu sais, ils posent la question, est-ce que vous voulez qu'ils restent à leur poste, mais qu'ils soient déplacés, mais les gens, en tout cas, moi j'ai l'impression, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus une question de personnalité que de poste à leur ministère, là. Mais bon. Je pense que pour Sonia Lebel, il y a un petit peu de poste au ministère. Je pense pas que tout le monde sait exactement parfaitement c'est quoi le Conseil du Trésor, puis se disent, ben je sais pas si elle fait une bonne job au Conseil du Trésor, fait que je sais pas si je préfère qu'elle soit déplacée ou qu'elle reste à ce poste-là, là. T'as pas tort. Je pense qu'il y a de ça pour Sonia Lebel, là, particulièrement. Là. Ouais, parce qu'elle a un fort ne sait pas. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas exactement c'est quoi le Conseil du Trésor. Ouais, puis si elle fait une bonne job aussi, là. Tandis que c'est assez clair que pour dire que Drainville à l'éducation ou Guilbeault au transport, c'est pas fort, là. Ah, c'est une catastrophe, en tout cas. Donc, il y a beaucoup de données ici qu'on n'avait pas regardé avant, mais j'ai pas l'impression qu'il y a... Ouais, là, c'est juste la répartition, là. Je pense que c'est pas intéressant de savoir. C'est quelque chose d'extrêmement fort, là. Ah, attendez, Simon Jolin Barrette. Barrette. Ah, tu vois, c'est ça que je pensais. Ah, ça confirme ce que tu disais. Et voilà. Plus, autant que la CAQ, là, tu sais. Il y a autant de caquistes que de péquistes qui veulent le voir qui l'aiment, dans le fond, là. C'est un peu ça, là. Puis tu vois Drainville qui est le moins aimé par les péquistes? Non, il est pas parmi les meilleurs. Ah non, la différence est quand même forte. La différence avec... Éric Girard, c'est celui qui s'en sort le mieux en deuxième, je pense, avec les péquistes. Celui qui a le plus la cote chez Québec solidaire, c'est aussi Simon Jolin Barrette. Donc, il semble faire ouais, PCQ. À part au PLQ, là. Fait que donc, c'est vraiment le ministre qui semble avoir le plus la cote. Puis ça revient à ce qu'on disait l'autre jour. Ce serait sûrement le dauphin le plus acceptable aux yeux des Québécois au niveau de la CAQ, mais on n'a pas l'impression que ça l'intéresse. Ouais, il y aurait le meilleur effet sur la CAQ, ça, c'est indéniable. Ouais, vraiment. Avenir de François Legault comme chef de la CAQ. Alors, voyons voir si notre sondage arrive au même résultat. Je ne crois pas. Souhaitez-vous que François Legault reste ou quitte? Donc là, on veut vraiment demander, est-ce qu'on veut qu'il quitte ou qu'il reste? Wow, la moitié des Québécois veulent qu'il quitte. Quand même, hein? Ouch. C'est pour ça, moi, je ne comprends pas dans quel monde il peut aller aux prochaines élections puis être confiant de ne pas en manger une bonne, là, tu sais. C'est 0 député, ça va y faire mal à son ego et à son orgueil, là. Comme ça ferait mal à n'importe qui, là. Après avoir passé de 90 députés en 2022,
à 0 député en 2026, moi, je me dis, rendu là, quitte sur une bonne note. Je n'ai pas vu le reste du sondage, mais si on a la répartition, moi, je pense que les deuxièmes qui vont vouloir le plus qu'il reste, c'est les péquistes, parce que on le voit souvent dans nos commentaires, les péquistes veulent que François Legault le reste pour le planter. Donc, on va voir si je me trompe, mais c'est le sentiment que j'ai en ce moment. Ah ouais, vraiment, là, les 18-34 ans, ils en ont soupé de Legault, hein, clairement. Vraiment, vraiment impopulaire chez les 18-34 ans. Vraiment Les vidéos impopulaire. TikTok de François Legault n'auront eu aucun succès. Ouais. Manger de la poutine, vous, est-ce que vous appelez ça du fromage squish ou je sais pas trop, là, je pense pas que ça a fonctionné à ce niveau-là. C'est terminé, mon cher. Ouais. Alors, est-ce que j'ai raison? Oui! Oui, je savais. Ouais. Et les caquistes, évidemment, évidemment, c'était pas si évident que ça. Donc, bon, ce qui reste de caquistes veut que François Legault reste. Mais les deuxièmes, c'est le Parti québécois. Et clairement, je pense que les gens veulent qu'il reste parce que c'est un bon adversaire à avoir, quoi. Ouais, je pense que oui. C'est ça pareil. Oh, hey, Québec solidaire, là, veulent pas, hein, Ouais. Le message est clair, là. Il n'y a jamais eu d'appétit particulier pour les solidaires envers François Legault. Là. Non. C'est assez clair. Avec la taxe orange, ça n'a pas dû laisser des beaux souvenirs non plus, je pense. Dans quel sens? Ben, d'avoir mis en place ce mot-là, là, je pense que ça déplaisait beaucoup aux gens de Québec solidaire qui se sentaient tagués injustement. Là. Ouais. Puis Legault qui traitait Nadeau de woke. Puis il y a quand même eu des belles passes d'armes là, entre Gabriel Nadeau-Dubois et François Legault pendant un moment. Là. Mais pour la CAQ, QS c'était le meilleur des adversaires. Là. Ben oui. Parce que pendant tout le temps où le QS était compétitif puis que le PQ était faible, François Legault avait un beau jeu. Là, et il dominait dans les sondages. Là. C'est moindrement que le Parti québécois a commencé à montrer que là, c'est là que l'enfer a commencé pour François Legault. C'était pas pour rien qu'il désignait Gabriel Nadeau-Dubois comme principal adversaire puis qu'il l'interpellait, lui, tout particulièrement dans les périodes de questions puis qu'il ignorait complètement le Parti québécois. Là. Ben oui, c'était très calculé puis très fin de sa part, là, à François Legault. Il voulait pas de Paul Saint-Pierre Plamondon comme adversaire, ça, c'était clair. Ouais, puis ça faisait son meilleur adversaire parce qu'il n'y avait aucun vase communicant entre lui et Québec solidaire, donc c'était parfait. Si le jeu restait entre ces deux-là, pour lui, c'était match nul, puis il était sûr de gagner, ce qui est arrivé. Ouais. C'est ça, les élections de 2022, essentiellement. Ouais. Puis Paul qui se fait connaître à ce moment-là, pendant la campagne électorale. Ouais, on sait pas ce qui serait arrivé avec 2 semaines de plus, mais on fait pas l'histoire. Donc, avenir de la coalition Avenir Québec. Aux prochaines élections québécoises, souhaitez-vous que la coalition Avenir Québec se maintienne au pouvoir, retourne dans l'opposition ou n'obtienne aucun député? Ils ont posé la question? Oh, c'est pas correct. Ouch. Beaucoup de gens qui souhaitent que la CAQ n'obtienne aucun député, 28% des gens. Wow, ça c'est rough. Ah, ça doit être le PCQ qui est le plus fort là-dessus, par exemple. Ah non, QS. Ouais. Ouais, tu vois, c'est ça. Clairement, ça a laissé des traces, tout ça. Parce que, tabarouette. Ouf. C'est un peu... Mais la CAQ se maintienne au pouvoir 15%. Ah ouais, Et c'est assez faible. Et là, c'est moins que les gens qui sont prêts à voter pour la CAQ, tu sais. Ouais. C'est ça quand même, là. Même les gens qui veulent voter pour la CAQ veulent pas que la CAQ gagne. C'est quand même quelque chose. Ouais. La majorité veut quand même que la CAQ retourne dans l'opposition. 34%. Mais c'est assez fort, là, 28% qui veulent aucun député. Là. C'est même pas on en veut quelques-uns dans l'opposition qui aillent faire leur travail puis qui puissent interpeller Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est non, on veut leur disparition. Le message, il est pratiquement violent. Là. On veut oui, là, je suis comme voyons. Moi, je pense pas que je leur souhaite ça. Là. Je trouve ça drôle, là, mais tu sais. Non, on ne souhaite pas ça pour la démocratie. Idéalement, on a plus de nuances politiques au Parlement, là, que ce soit les péquistes, les libéraux, la CAQ, les conservateurs et les solidaires. Là. Exactement ce que je pense moi aussi. L'avenir. Aux prochaines élections québécoises, souhaitez-vous que les partis politiques provinciaux suivants aient plus de députés, autant de députés ou moins de députés? Bon. Donc, tu vois, encore une fois, le PQ va surperformer de façon importante parce que les gens veulent qu'il y ait plus de députés, puis il y a quand même 22% de pas de réponse. Ah! J'ai l'impression que je sais c'est qui ces gens-là, là. Mais bon, il y a des gens qui veulent pas de députés au PQ. Moins de députés quand même, 16. Autant de députés, 16. Ben, je pense que c'est ça la donnée la plus intéressante dans tout ça. C'est vraiment... Ils surperforment
le nombre de gens qui veulent voter pour eux. Donc, même les gens qui ne vont pas voter PQ veulent quand même que le PQ ait plus de votes. Ouais. Plus de députés, pardon. Bon, ça, c'est quand même très... c'est séparé en 4, on dirait, le PLQ. Ouais. Puis Québec solidaire. Québec solidaire, beaucoup de gens qui veulent, honnêtement, Aucun député, moins de ben oui, députés, toi. puis aucun député. Là, je pense qu'il y a une haine anti-Québec solidaire clairement pas chez les 18-34, là, mais chez les générations plus vieilles. Là. Ouais. C'est ça qui se manifeste à ce moment-là. Ouais, vraiment. C'est ce qu'on regardait, ouais. Mais ça doit être les gens qui sont à 1%, tu sais, 1% d'une classe d'âge, ça fait que il y a du monde qui ne doit pas t'aimer fort là-dedans. Là. En même temps, est-ce qu'on a le PCQ là-dedans? Non? On a-tu après? Ah ouais, c'est ça, ok, on l'a. Donc, à mon avis, ça doit être à peu près la même chose au niveau du PCQ, là. Ouais. Ah non, non, ça, c'est pas du tout. Ben, aucun député, quand même, 37%. Ouais. C'est comme plus clivé, là. C'est une personne sur deux, ouais. J'avoue. Je pense que c'est ça, plus t'es... Quand je dis extrême, c'est pas que t'es aux extrêmes, là. Je sais pas que le QS ou le PCQ, c'est de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, mais quand t'es au bout des actes de l'axe politique, Ah ouais. c'est normal, t'attires plus de haine de l'autre côté, là. Fait que Ouais. Ouais. ça s'explique simplement, à mon avis. Même s'il y a des gens qui vont venir nous dire que le Parti conservateur du Québec, c'est un parti de centre-droit, genre. C'est peut-être ça aussi le problème, une partie de la réponse du problème du PCQ puis de QS là, en ce moment, là, c'est qu'ils sont vraiment, comme tu l'as dit, aux extrêmes, puis on le répète, QS n'est pas d'extrême gauche, le PCQ n'est pas d'extrême droite, soyons clairs, mais ils sont dans les extrêmes des axes politiques, ils sont plus à droite. Le PCQ est plus à droite que les autres partis, QS est plus à gauche que les autres partis, ce qui fait que le clivage entre les deux, c'est ça. Tu l'as bien résumé, là, je pense qu'il y a une haine envers ces deux partis, malheureusement. Exact. Ça ne favorise pas le dialogue. Non. Ça, c'est les données, ouais, détaillées. Ouais. Tu quelque chose ici? Bon, les péquistes, QS... Non, à part de ça, je vois pas... Ah! Ben, les caquistes veulent que... Quand même, le quart des caquistes veulent que le PQ ait plus de sièges, là. Ouais. Donc, c'est des gens qui votent pour la CAQ, mais qui aimeraient que le PQ ait plus de sièges en ce moment ou aux prochaines élections. C'est beaucoup de monde, quand même, 25%, c'est important, ça. Ouais. Et pour le PQ, c'est surtout dans les régions... Ben, tu sais, quand PSPP dit que les gens veulent, qu'il entend beaucoup sur le terrain que les gens apprécient le travail de l'équipe du Parti québécois puis veulent d'autres députés du Parti québécois, je pense que ça se manifeste dans cette donnée-là. Là. Vraiment. On le voit ici, là. C'est clairement ceux qui ont le plus... Même QS, 36%, j'avais même pas vu, je viens de voir, là. Ouais. C'est énorme, là. Ah ouais. Donc, non seulement le Parti québécois est en bonne posture, mais ça semble être le parti qui a le plus de potentiel de croissance, tant au niveau de son chef, qui peut attirer des gens d'autres partis, que même du parti en soi, des électeurs de d'autres partis veulent qui prennent plus de place dans la vie politique. C'est quand même, quand même un signal très fort là, qui est envoyé au Parti québécois d'un rassemblement de leur part. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a une tendance qui se dessine pour le Parti québécois en ce moment. Moi, je pense que comme la CAQ en 2017 avait construit sur les élections partielles, particulièrement dans la région de Québec, Louis Hébert qui avait gagné. Là, on voit que le Parti québécois a gagné 3 partiels. Jean Talon, si je ne m'abuse, la première. Après ça, on a eu Terrebonne. Là, on a eu Arthabasca. Donc, on voit que c'est ça. Il y a quelque chose qui se profile à l'horizon. Les données sont encourageantes pour eux. À voir s'ils vont être capables de maintenir leur momentum. Mais moi, j'ai l'impression que oui, selon les données qu'on voit là avec ce sondage-là. Toi, qu'est-ce que tu en penses? J'ai l'impression que... Moi, ce que je tire de ce sondage-là, c'est que le Parti québécois a un fort potentiel de croissance à plusieurs niveaux. Donc, je ne serais pas étonné que ça continue d'augmenter encore. C'est lourd à porter quand même. Là, ils sont 6 députés. Il y a un nouvel ajout qui est solide. Alex Boissonneau, pour l'avoir eu en entrevue, très solide. C'est lourd à porter ce poids-là quand tu arrives dans une course. Là, en tout cas, c'est dur à arriver comme le dominant. Tu as beaucoup plus d'attention. Tes erreurs sont scrutées à la loupe. Le problème avec quand tu es indépendantiste, c'est que tu dois toujours faire la preuve. C'est nous qui devons produire la preuve parce qu'on propose un changement, donc il faut prouver que ce changement-là est positif. Donc, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Mais je veux dire, moi, depuis que je milite, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Depuis que je suis conscientisé politiquement. Donc, quelle belle époque pour être un souverainiste, à mon avis. Je pense qu'on est dans le meilleur moment possible. Et ça n'a jamais été aussi emballant
Et il n'y a jamais eu autant de gens prêts à faire un pays que depuis quelques mois. Donc, que du positif. Ouais, puis je pense que ça va moi je pense que ça va se maintenir, puis on va pouvoir finir là-dessus. Parce que justement, la question de l'urne va être la question de l'indépendance. Très clairement, le Parti québécois est en première position, veut tenir un référendum sur la souveraineté. Les jeunes veulent faire du Québec un pays, puis là, on va analyser justement les données sur la souveraineté. Donc, si vous voulez justement ne pas manquer nos prochains directs où qu'on va analyser différents sondages, puis on fait des vidéos un petit peu plus courtes parfois sur YouTube. Donc, si vous voulez rien manquer, ça se passe à Oui en direct. Abonnez-vous, activez la cloche. Et nous, on se dit à la prochaine fois. Mais on va continuer pour la partie sur la souveraineté.